Est-ce vrai? Oui, voyons! La 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 la, la 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 la. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Et qu'on va se casser. Vous allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Et nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme, comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Oh, non, pas entièrement. Et je voudrais, pour lui, qu'il se connût mieux qu'il le fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Et pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots. Oh! Que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide... Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage et par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées, de l'applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord et je les goûte comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il y faut mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous savez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Et comment? Mais quelle petite drôlerie! Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Oh! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous de vous prête en aller, qu'on m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qui vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Oh, elle est belle, hein? Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquelle? Oh là, né de laquelle? Que
Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrets? Elles sont magnifiques. Voilà encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais, Monsieur! l'autre laquais. Monsieur. Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qui vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, donc je crois que je serais mieux sans robe. Non, non, non. Redonnez-la moi. Cela ira mieux. Ah. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême, depuis qu'à vous, rigueur, vos beaux yeux m'ont soumis. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême, depuis qu'à vos égards, vos beaux yeux m'ont soumis. Si vous traitez ainsi, bel iris qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Si vous traitez ainsi, bel iris qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez là, comment est-ce qu'il dit? Oh, par ma foi, Il y a du mouton dedans. du mouton. Oui, et du mouton. Ah, là. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois, que n'est le tigre au bois. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc, mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie. Il doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur, la musique... La musique et la danse
La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un État que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un État ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Et tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Et quand un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours, un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Oui, on dit cela. Oui. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai, et vous avez raison tous deux. Et c'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Je vous l'ai déjà dit. C'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Oh bien. Allons, avancez. Il faut figurer qu'ils sont habillés en berger. Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Ah, et quand on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant de tout temps a été affecté aux bergers. Et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe. Voyons. Allez. Ah. Un cœur dans l'amoureuse empire de mille feux est toujours agité. On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Bravo. Il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi si l'on trouvait en l'amour de la foi. Mais aux rigueurs cruelles, on ne voit pas de bergère fidèle. On ne voit pas de bergère fidèle. Et ce sexe inconstant trop indigne du jour doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Et ce sexe inconstant trop indigne du jour doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Aimable ardeur. Sexe trompeur, que tu plais à mon cœur. On peut te montrer une bergère fidèle. Hélas, où la rencontrer? Pour défendre notre gloire, je te veux offrir mon cœur. À des ardeurs si belles, laissons-nous enflammer. Laissons-nous enflammer. Ah, qu'il est doux d'aimer quand le cœur sont fidèles. Ah, qu'il est doux d'aimer
Estou, Oui, je trouve cela bien troussé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici comment la faire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont ça encore des bergers? C'est ce qu'il vous plaira. Bon. Allons. Ah. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, Monsieur Jourdain, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Monsieur Jourdain, 5, 6, 7, 8 et 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, Voilà qui des poinçons et ces gens-là se trémoussent bien. lorsque la danse sera mêlée avec la musique, ça fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins. Et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en nous? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix. Un dessus, une haute contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il y faudra mettre aussi une trompette marine. Ah, la trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais, surtout, que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Oh. Les menuets sont ma danse, et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître, allons. Ah. En cadence, s'il vous plaît. Et la jambe droite. Balam, bariam, baram, baram. Vos 2 bras sont estropiés.
Levez la tête! Tournez la pointe du pied au dehors. Dressez votre corps. Pariam paparam papam. Pariam paparam papam. Voilà qui est le mieux du monde. Oh. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Oh non, vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Deux. Et 3. Bon. Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là. Dites-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyez faire. Alors, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointantes écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait étendu, la main gauche à la hauteur de l'épaule gauche, vous écartez la tête droite, le regard assuré, avancez le corps ferme. Alors, touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2, remettez-vous, redoublez de pied ferme. 1, 2, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2, allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. 1, 2, avancez. Avancez le corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez. Oh, elles sont en arrière. En garde, monsieur, en garde. Tête, là. Vous faites de merveille. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute. N'en dites-vous pas la démonstration. Oui. Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état. Et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse, la musique. Et tout beau monsieur le tireur d'armes ne parlait de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Il y a un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Comment Je vous tu dis, t'aperçois? maître d'armes. Si je mets sur vous la main, Vous écrierez d'un
je vous rosserai d'une bagne. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Hey, Ah, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Mais qu'est-ce donc y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir revenir aux mains. Mais quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? N'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? Il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession. Mais un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous deux l'audace d'oser comparer leur profession à la mienne. C'est meuf! Ce n'est point de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres. Mais c'est la sagesse et la vertu. Je soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Oui. Et moi que la musique en est une, que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus noble de toutes les sciences. Sera donc la philosophie! Oh! Je trouve d'autant bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance! Et d'oser donner impudemment le nom de science! À des choses qui ne méritent même pas d'être honorées du nom d'art! Et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur ou de paladin. Allez, philosophe de chier. Allez, bélître de pédant. Allez, cuistre-fier! Comment? Oh, que vous Monsieur le philosophe! Parce que je sois de défendre L'embrasse de l'animal. Oh là! Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira. Je n'y saurais que faire. Et n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Ah, Venons à notre leçon! monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Ça n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Je vais composer contre une satire du style de Juvénal, qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies d'apprendre, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ah bah, ce sentiment-là est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Hein, vous entendez cela, vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. Mais n'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, oh, je sais lire et écrire. Et par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Ah bah, c'est elle qui nous enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? Eh bien, la première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures,
Barbara, c'est la reine d'Ariferio Barley, etc. Non, voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point, non. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Elle enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. C'est la physique que vous voulez apprendre. Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui nous enseigne les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes, des animaux. Et nous enseigne la cause de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes. Les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents, les tourbillons. Oh non, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Mais très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Voilà, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une connaissance exacte de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer, toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes. Ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Ils ne font que marquer les diverses articulations des voix. Bon, il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. Bien. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas de celle d'en haut. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Cela est vrai. Vive la science. Oui, la voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Ah, cela est admirable. L'ouverture de votre bouche fait justement comme un petit rond qui représente un... Vous avez raison. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Oui, la voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, et allongeant... les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. C'est la vérité. Oui, vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un, ou vous moquez de lui, eh bien, vous ne sauriez lui dire que... Cela est vrai. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les... consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Oui, sans doute, oui. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da.
Oui. Ah, les belles choses. Les belles choses. Lève. En portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. Sur les dents de dessus. Fa. Cela est vrai à mon père et ma mère que je vous veux de mal. L'air, en portant les dents jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Oh, ça. Ra. Oh, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Mais je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Oui, sans doute, oui. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Oui, mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Mais par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non. Monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi, quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Oui, maître. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle, nuit et jour, les violences... Non. Je ne veux pas tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien s'étendre un peu. Non, vous dis, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tourné à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Bien. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux, beaux, d'amour, belle marquise, mourir me font. Ou bien, beaux yeux, vos marquises belles, font-me d'amour mourir. Ou bien, marquise, belle Beauvau, mes yeux d'amour mourir font. Ou bien, beau marquise, vos me, belle fond, d'amour, yeux mourir. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Oh, je n'y manquerai pas. Comment? Mon habit n'est pas encore arrivé. Ah, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant de frais. J'enrage que la pièvre Cartel puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur.
La peste étouffe. Le tailleur. Il veut le tenir maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, ce... Ah, vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre, et il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que trop. Oui, oh, si je romps toujours des mailles, vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, ils ne vous blessent pas. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine, parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas. Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Mais oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas. Oui, monsieur. Ah, voilà qui est donc bien. Et si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, Vous n'avez qu'à dire. non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour rassembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah, monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, vous autres! Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît quelque chose au garçon pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Oh, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez, vous en demeurez toujours habillé en bourgeois. On ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, attendez mon ami. Monseigneur mérite quelque chose et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur, attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour
ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner. Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Ah, appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ah, ne bougez, la voilà. Nicole, Plaît-il? écoutez. Mais qu'as-tu à rire? Mais que veut dire cette coquine-là? Comme vous voilà bâti! Comment ça? Oh mon Dieu! Mais quelle friponnaise là, te moques-tu de moi? Ah, nenni, monsieur! J'en serais bien fâchée! Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur! Je ne peux pas m'en empêcher! Tu ne t'arrêteras pas? Monsieur, je vous demande pardon, mais... vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire! Mais voyez, quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme ça! Je te... Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh ben, monsieur, voilà qui est fait! Je rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que, pour t'entourer, que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Encore. Oh, tenez, monsieur. Oh, battez-moi plutôt. Et me laissez rire tout mon sou. Ça me fera plus de bien. J'enrage. Oh, de grâce, monsieur. Oh, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends. Monsieur. Oh, je crèverais si je ne riais. Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt.
Oh, ma foi, j'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre océan que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je pas, pourquoi, fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde? Vous êtes fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il y a des choses et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Mais qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est bien plus sage que vous. Oh, pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant carême prenant tous les jours. Et depuis le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame, parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers avec vos piomètres. Viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser. À l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied et branler toute la maison et nous déraciner tous les carillons de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorants, l'une et l'autre. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie. Fort bien, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'iriez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Tout à Dieu, l'avoir tout à l'heure le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège. Oh oui, ma foi, ça vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oh oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit. Et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dites, je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Et nous, ce n'est pas cela, ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose. Ignorant. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Oui, enfin non, oui, bon, hein. Oh, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben... U? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ce que vous me dites! Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes.
tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu? Je fais l'amour. Oh oui, c'est idiot. Voilà qui est admirable. Oh, c'est bien autre chose. Et si vous aviez vu et da, fa, Qu'est-ce ra, que c'est ra, donc, tout ce galimatia, là? De quoi est-ce que tout cela guérit? Oh, j'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez. Vous devriez songer à envoyer tous ces gens-là avec leur faribole. Et surtout, ce grand escroquerie de maître d'armes qui remplit de peu tout mon ménage. Ouais, ah, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, tiens, pousse-moi un peu pour voir. Allez. Alors, là-haut. Eh ben quoi? Doucement. J'entre la coquille. Vous me dites de pousser. Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de me pousser en carte. Et tu n'as pas la patience que je parle. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement, et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Oh ça, mon vraiment, il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embellié. Hey! Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous le pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Ah oui? Il a des bontés pour vous. Et il vous fait des caresses. Et il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis, faire moins pour un homme qui m'appelle son cher ami. Mais ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Hein? Et quoi? Bon, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que, si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et avant qu'il soit peu. Oh oui! Attendez-vous à cela. Assurément, ne me l'a-t-il pas dit? Oui. Il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson! Ouais, oh, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il tiendra parole, j'en suis sûr. Mais moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Oh, il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt. Taisez-vous, vous dis-je. Cher ami, Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Ah, et Madame Jourdain, que voilà. Comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, Monsieur Jourdain, voilà le plus propre du monde. Vous voyez, Vous avez tout à fait bon air avec cet ami. Nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits. Le grade par où il se démange. Tournez-vous. Oh, cela est tout à fait galant. Oui, aussi sot par derrière que par devant. Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, monsieur. Dans la chambre du roi. Oh,
Allons, mettez. Mais, monsieur, je sais le respect que je vous Mon dois. Dieu, mettez. Point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur, Mettez, vous dis-je. Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre Je serviteur. ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'ai mieux être incivil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions. Vous m'avez obligé. De la meilleure grâce du monde, assurément. Vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête. Et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Mais, monsieur, je n'en doute point. Je veux sortir d'affaire avec vous. Je viens ici pour faire nos comptes. Ensemble. Eh bien, vous voyez votre impertinence, ma femme. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous l'avais bien dit. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà, avec vos soupçons ridicules. Souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté. Je crois que oui, j'en ai fait un petit mémoire. Hein? Voici. Hein? Ah. Donnez à vous une fois 200 louis. C'est vrai. Une autre fois 6,20 Oui. et une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. C'est fort bon, ça vise 60 livres. 1832 livres à votre plumassier. Justement, 2780 livres à votre tailleur. il est vrai. 4379 livres, 12 sols 8 deniers à votre marchand. Oh bien, tout seul bidonnier, le conseil juste. Et 1748 livres, 7 sols 4 deniers à votre cellier. Tout ça est véritable. Qu'est-ce que ça fait? Somme totale, 15 800 livres. Somme totale. Et juste 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Ça fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Ça vous accommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Mais non. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous. Si ça vous accommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dis-je. Vous n'avez qu'à me dire si ça vous embarrasse. Mais pas, C'est monsieur. un vrai enjôleux. Vous tairez-vous. Mais il vous sucera jusqu'au dernier sou. Taisez-vous donc. J'ai force de sang qui m'en prêterait avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un. Mais c'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner ça? Que faire voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing et pourtant elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle? Que je ne la vois point. Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point, un de ces jours, venir voir avec elle le ballet, la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Créda, monsieur, est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune. Et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà, 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise les mains. Votre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici
pour le ballet et le repas. Je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin, pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre parmise. C'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Et je me trompe fort où la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui fais valoir, comme il faut, la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent. Je suis dans une confusion la plus grande du monde. De voir un homme de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Assurément, et de très grand cœur. Que sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir à l'ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable, chez qui j'avais commerce, vous vîtes que, d'abord, je m'offris de moi-même à servir votre amour. Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Mais est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sirénades et vos bouquets continuels. Ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Tant dire ensemble. Va-t-on un peu prêter l'oreille, tout doucement? Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dînée. Vous avez fait prudemment. Votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera... Voilà, vous êtes tellement pertinente. Sortons, s'il vous plaît. Oh, mais enfin, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sous roche. Et il parle de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde où il y a quelque amour en campagne et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais, l'amour que Cléonte a pour elle, c'est un homme qui me revient et je veux aider sa recherche et lui donner Lucille. Si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure ils me viennent trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. Oh, j'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Ambassadrice de joie,
Et je viens... Retire-toi, perfide, et ne me viens point t'amuser avec tes traîtresses paroles. Quoi est-ce? Retire-toi, te dis-je! Et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie le trop simple, Cléonte. Quel vertigo est-ce donc là? Hé, mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que ça veut dire. Mon pauvre Coviel, petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux vilaines et me laisse en repos. Quoi, tu me viens? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais! Quelle mouche les a piqués tous deux! Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? T'étais un amant de la sorte, et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. Une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais boire pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle, et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis la même chose que vous. Peut-on rien avoir d'égal que vienne à cette perfidie de la grâce Lucille? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Une trahison à mériter 1000 soufflets. Hé! Ne t'avise point, je te prie de me parler jamais pour elle, hein. Monsieur, Dieu m'en Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. Hein. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre avec elle tout commerce. J'y consens. Monsieur le comte, il va chez elle. Lui donne peut-être dans la vue. Et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dimanche, je te conjure tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur, voilà une belle mijaurée, une pimpezouée bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Ah. Cela est vrai, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non. Mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions. Il est vrai. Mais elle a grâce à tout cela. Et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Ah, elle en a, Coviel. Du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements épanouis? De ses joies toujours ouvertes? Et ne vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne au monde. Oui, elle est capricieuse, on demeure d'accord.
Mais toussez bien nos belles. On souffre tous des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, hein, toute pleine d'attrait, tout aimable que je la trouve. La voici. Moi, j'en ai été toute scandalisée. Ce ne peut être Nicole que ce que je te dis. Le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléante? Qu'as-tu donc au fiel? Le chagrin vous possède. Quelle mauvaise humeur te tient. Cléante, as-tu perdu la parole, Coviel? Le voilà qui est scélérat. Je m'appelle Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. On voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chaise. On a deviné l'enjouure. Pas vrai, Cléante, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas, comme vous pensez, de votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins, mais j'en viendrai à bout, et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que... Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléante, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je devais apprendre la cause qui nous a fait passer si Je ne vite. veux rien entendre. Apprends que je sachais que c'est Non, la magie. du Écoutez, pas, Cléante, arrêtez, Pas du tout. écoutez. Est-ce que vous ne voulez pas m'écouter? Demeurez dans votre pensée, faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Montre-moi. Non, je ne compte rien. Grâce par charité. Quoi l'affaire? Je vous en prie. Laissez-moi. Ôte-toi de là. Non. Nicole, au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Pas du tout. Éclaircissez les doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Il ne me plaît Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate. Pour la dernière fois. Et je vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléante, Coviel. Dit-il? Où allez-vous? Je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléante. Eh oui, Cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? Mais ce n'est pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons. Est-ce ma faute? Si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire.
Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'y a rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur, et que facilement, on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là. Cléante. Oh, Cléante. Je suis bien aise de vous voir et vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur? Je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirais que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirais, franchement, que je ne suis point un gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que des bonnes bourgeoisies. Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand, tout comme le mien? Est-ce que soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Ça est vrai! Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus saudaté que j'ai jamais vu! Taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise! Oui, marquise. Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances, avec plus grand que soit son sujet, toujours à de fâcheux inconvénients. Je
Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, cette madame la marquise qui fait dans la glorieuse, c'est la fille d'un monsieur Jourdain qui était trop contente étant petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte. Saint-Innocent, ils ont amassé du bien à leurs enfants qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point de tous ces caquets. Et je veux un homme en un mot qui mette obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. » Voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Cléante, ne perdez point courage encore. Et vous, ma fille, suivez-moi. Et venez dire résolument à votre père que si vous me l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison. Je ne croyais pas qu'il fallût faire ces preuves de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. Mais de quoi ris-tu? D'une pensée me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Quoi donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui on peut hasarder toute chose. Il n'y faut point chercher tant de façons. Et il est homme à y jouer son rôle à merveille, à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits, tout prêt. Laissez-moi faire seulement. Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous! Que diable est cela? Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'ils me coûtaient 2 doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qui mènent par la main. Mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Monsieur dit comme ça qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser ramener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque, pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour
à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai pour me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont traîné les sérénades et les cadeaux, que les présents ont suivi. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien. Et je crois qu'à la fin, vous me feriez venir au mariage, dont je me suis tant éloignée. Foi, madame, vous y devriez déjà, hein? Ah! Vous êtes veuve. Et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime, plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elle m'engage plus que je ne voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point cela. Ah, madame, ce sont des bagatelles. Je n'ai pas parlé là. Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Eh, madame, de grâce, ne faites point tant valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Ah! Et souffrez. Voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu pour la troisième. Oh, madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez garde au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Mais comment tomber? Gardez-vous-en bien, ce serait vilain à vous. Pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si c'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Oh! 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 Monsieur Jourdain, madame dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces et je... Songeons à manger. Tout est prêt.
la table et qu'on fasse venir les musiciens. Hop là. Hop, 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 hop. marquise Dorimène, la marquise Dorimène, elle est belle, elle est belle. La marquise Dorimène, la marquise Dorimène, elle est belle, elle est belle. La marquise Dorimène, la marquise, elle est belle. La marquise Dorimène, la marquise, elle est belle. Comment, Dorance? Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Ah, monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant. Vous y trouverez les incongruités de bonne chère, les barbarismes de bon. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. De vous parler d'un pain de riz, un biseau doré, relevé du creux partout, croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève velouté armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme ça. Blanc, délicate, et qui sous la dent est une vraie pâte d'amande, de perdrix, relevé d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenu d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs, marié avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme M. Jourdain l'a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ces compliments qu'en mangeant comme je fais. Oh, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant qui est pas bon? Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ça ne serait pas agir en galant homme,
Le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Alors, qu'on donne du vin à monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront le plaisir de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonné de la bonne chair que dit Mille et la musique. Je me vois ici, admirablement régalée. Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs. Ce qu'ils diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Un petit doigt Phyllis pour commencer le tour. À de verre en vos mains, à l'agréable charme. Vous et le vin, vous vous prêtez des armes. Et je sens pour tous deux redoubler mon amour. Entre lui, vous et moi, entre lui, vous et moi, jurons, une ardeur éternelle. Entre lui, vous et moi, jurons, ma belle, une ardeur éternelle. Buvons, chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Buvons, chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin, nos amours, dépêchons-nous de boire, dépêchons-nous de boire, on ne boit pas toujours. C'est du vin, du vin partout, versez garçons, versez toujours, tant qu'on vous dit assez, versez toujours, versez toujours, tant qu'on vous dit assez, versez toujours, tant qu'on vous dit assez. Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter. Et cela est tout à fait bon. Je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais raver votre cœur, je serais... Je trouve ici bonne compagnie et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas et je trouve ici un banquet à faire noce. Voilà comme vous festinez les dames. En mon absence et que vous leur donnez la musique et la comédie tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres de vous allez mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, vous prie, qui ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous pour un grand seigneur de prêter la main comme vous le faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous.
de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante! Vous vous moquez de m'exposer vos sacs visions de cet extravagant! Madame! Oh là, madame! Où courez-vous? Dormez! Dormez, voyons! Madame! Madame, monsieur le comte, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Ah, impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais qui me tient maudite que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venus troubler. Je me moque de tout cela. Ce sont mes droits que je défends et j'aurai pour moi toutes les femmes. Vous faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que cela? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui. J'étais grand ami de feu monsieur votre père. De feu, monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Vous l'avez fort connu? Assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours, et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Pas moi, non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi et après quelques autres discours, il me dit c'est-à-dire,
N'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, me dit-il, Marababa Sahem. C'est-à-dire que je suis amoureux d'elle. Mahababa Sahem veut dire que je suis amoureux d'elle? Oui. Par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi, je n'aurais jamais cru que Mahababa Sahem voulût dire que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que c'est turc. Au plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kaka Rakamushem? Kaka Rakamushem, non? C'est-à-dire ma chère âme. Kaka Rakamushem veut dire ma chère âme. Oui. Voilà qui est merveilleux. Kaka Rakamushem, ma chère âme. Dirait-on jamais cela, voilà, il me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi. C'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladins, ce sont de ces anciens paladins. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Mais comment, le voilà qui va venir ici? Il va venir ici? Oui, et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien Son beau. amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse, c'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Oh, je l'entends venir. Le voilà! Abou Saïm Mokibora Fiordina Salam Aleki. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Oh, il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Oh ça, binamen sadok babali horakafram. Balmen. Il dit que vous alliez vite avec lui, vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots. Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Ah, par ma foi, cela est tout à fait drôle. Quel dupe. Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Monsieur, je vous prie de nous vouloir aider séants dans une affaire qui s'y passe. Coviel! Oh, qui t'aurait reconnu? Comme te voilà ajusté! Vous voyez? De quoi es-tu? D'une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu l'entreprends. Oh, je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est! Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois.
Oh, quelle figure! Mais est-il temps d'aller en masque? Qu'est-ce que c'est donc tout ceci? Et qui va te fagoter comme ça? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Commandant! Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je, je suis mamamouchi. Quelle bête est cela? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue paladin. Paladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin, c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie donc? Mahameta periordina. Qu'est-ce que ça veut dire? Yordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh ben quoi, Jourdain? Volorfarin paladina de Yordina. Comment? D'Arthur Banta con Galera. Mais qu'est-ce à dire cela? Per Defender Que Palestina. voulez-vous donc dire? Daradara bastonara. Mais qu'est-ce donc que ce jargon-là? Non tenerunta questa star l'ultima Mais qu'est-ce donc fronta. que tout cela? Balaba balachou, balaba balachou. Mon mari est devenu fou! Paix, un solo. Portez respect à monsieur le mamamouchi. Balaba balachou, balaba balachou, balaba balachou. Donc, il a perdu l'esprit! Courons l'empêcher de sortir. Voici le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés. Ah oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléon et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite qu'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas. Et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des après magnifiques. Et ce sont des choses dorantes que je ne puis plus souffrir. Oh. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Mais Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier. Oh. Promptement. Oh. Avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage. Oh, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai l'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Vous en userez de la façon qui vous plaira. J'userais bien de tous les deux. Oh, voici votre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous venons vous rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise, monsieur, d'être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur doit lui être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est
tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Le voilà qui vient. Et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père. Et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Où est le truchement? Pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez qu'il vous répondra. Et il parle turc à merveille. Oh là, où diable est-il allé? Schtrouff! Schtrouff! Ah. Monsieur est un grandet seigneuré. Grandet seigneuré. Et madame, une grande adama. Lui, monsieur, Mamamouchi français. Et madame, Mamamouchi, française. Mais je ne puis pas parler plus clairement. Ah, voici l'interprète. Où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Voyez-vous? Il dit que la pluie de prospérité arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous l'avais bien dit qu'il parle turc. Cela est admirable. Venez, ma fille, approchez-vous. Et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père, comme vous voilà fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Oh. Ah, que de bruit! Allons, vous dis-je, sans votre main. Non! Mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonce. Je me résoudrai plutôt à toutes les écritures. Mais il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. C'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir, et voilà qui me plaît, d'avoir une fille obéissante. Comment donc? On me dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose, et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage, et vous allez de folie en folie. Mais quel est votre dessein et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Je n'ai que faire du truchement. Et je lui dirai, moi-même à son nez, qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un honneur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque aux gens. Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléonte? Que ne fait-on pas pour être grande dame?
Je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Pas que de bruit. Ma mère! Vous êtes une coquine. Pas vous la querellez de ce qu'elle m'obéit. Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame! Que voulez-vous compter, vous? Un mot! Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement! Non, Écoutez-le. je ne veux point écouter. Il vous dira. Je ne veux point qu'il me dise rien. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Écoutez-moi seulement, vous ferez ensuite ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc, et moi, Coviel, qui suis le truchement. Comme ça, là, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien, il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Enfin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari. C'est que... Oh, nous nous servirons du même notaire pour nous marier. Madame et moi. Je consens à cela aussi. C'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Bon, qu'on aille vite quérir un notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole. Oh, je la donne au truchement. Monsieur, je vous remercie. Et ma femme, à qui la voudra? Ah, si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. la 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 la